qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir à travers ma chaîne. Donc si tu peux juste te présenter vite fait et après on va parler de notre sujet. D'accord. Donc, je suis Armelle Mabon, je suis historienne, je suis maître de conférence à l'Université Bretagne Sud. Enfin, dans 3 semaines, je serai à la retraite, donc j'aurai encore plus de temps pour faire de la recherche. C'est bien. Et voilà, alors j'ai peut-être un parcours atypique, puisque avant de devenir historienne, j'ai été assistante sociale, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi je me suis autant intéressée à ces hommes qui ont vécu sans doute la pire des injustices qu'on puisse connaître. Mhm. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que j'ai décidé de saisir la justice administrative, notamment, et pas seulement, pour essayer d'avancer sur ce dossier complexe, parce que c'est un mensonge d'État. Quand tu dis mensonge d'État, c'est quand même Oui, tout de suite. c'est courageux. Hein. Tu te lèves pas un matin comme ça et tu me balances une phrase comme ça. Euh, Mais je peux me le permettre parce que j'ai 20 ans de recherche derrière moi, pratiquement, sur ces tirailleurs sénégalais, les prisonniers de guerre indigènes et ce massacre de Tiaroy. Voilà. Donc j'ai les sources qui vont avec la force de cette conviction. mais c'est quoi la particularité de ce dossier, cette histoire de ce qui s'est passé à Tcharoy? Pourquoi c'est quand même assez singulier? Pour que toi tu puisses t'intéresser à ça? Alors, c'est-à-dire que quand on est historien, on fouille des archives et on travaille sur les archives et puis voilà, on essaye d'interpréter ces documents que nous consultons. Et ce qui est très particulier pour Tiaroy, c'est que en fait, pendant des années, je ne savais pas que je consultais des archives qui avaient été falsifiées, que le récit que je trouvais dans les archives, en fait, c'était un récit qui a été construit sur ordre, puisque dans les archives consultables, c'est surtout des rapports des officiers, etc. Et donc, voilà, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, hein, puisque moi, c'est en 2002 que j'ai écrit mon premier article sur Tiaroy. J'avais déjà des doutes sur la véracité du récit, mais il a fallu que j'attende donc 2014, après avoir fouillé d'autres archives, y compris à l'étranger, que j'ai compris que c'était un véritable mensonge d'État. Bon, moi, C'est-à-dire que le récit officiel ne correspondait pas du tout à la réalité du fait historique qu'il faut absolument maintenant reconnaître dans toute son horreur, parce que le mot sera peut-être très fort, mais ce qui s'est passé à Tiaroy, c'est une ignominie, et le problème, c'est que l'ignominie perdure. j'ai envie de te provoquer un peu. J'ai envie de te dire, mais tu sais ce que tu fais, ça paye pas vraiment. En plus, il y a tous les problèmes qui vont avec. Donc, tu aurais pu juste faire comme certains de tes collègues. Ben, aller dans le sens de l'État, aller dans le sens de la France. Et puis, bon, tu sais, écrire des livres qui auraient pu se vendre, tu sais. Pourquoi tu l'as pas Oui, fait? Parce que là, tu te retrouves maintenant dans la merde. Hein. oui, mais en fait, les chercheurs, ils ont aussi, normalement, hein, une intégrité scientifique, c'est-à-dire en Oh, pas fait, tout le monde. si on accepte de se poser les bonnes questions, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Mais bien sûr qu'il existe aussi des historiens, j'en connais, qui préfèrent voilà, s'arrêter au bord du chemin et puis ne pas poursuivre la recherche, pensant que ça serait compliqué après pour leur carrière. C'est possible, ça arrive. Moi, voilà, je n'ai pas fait ce calcul-là. Je ne regrette en rien, même si ma vie professionnelle a été un peu bouleversée Ben, par j'imagine. ce que j'ai découvert, et parce que je suis en quelque sorte une lanceuse d'alerte aussi. C'est ce que J'imagine. j'ai fait auprès du président Hollande, de Jean-Yves Le Drian, de Christiane Taubira en 2014. Ah, tu as eu même des. Avec Hollande, ça n'a pas marché. Avec tout le gouvernement, pourtant, c'est la gauche. Hein. Ils sont censés être avec les Africains. Ils nous aiment bien. Et là, pour Tcharo, c'était pas bon. Ben non, c'était pas bon, c'était pas Ah bon, ouais? c'était peut-être pas en même temps, je ne sais pas. J'ai tout fait en tout cas, mais il y a eu en 2014, oui, il y a eu un grand rendez-vous manqué avec l'histoire, ça c'est évident. Bon, ça, on va en Mais je parler. n'ai pas pour. Mais je peux faire. Le métier d'historien, c'est de faire des hypothèses. Hmm. Donc, je peux émettre voilà, quelques idées sur pourquoi c'est si compliqué pour tous les gouvernements successifs de reconnaître l'étendue du massacre de Tiaroy. Alors, peut-être que je commence par la fin, mais bon, je pense ça a été tellement horrible ce qui s'est passé à Tiaroy, et par la suite,
80 prochaines qui ont suivi, les 80 années qui ont suivi, parce que ça va faire bientôt 80 ans. Sans doute qu'il y a un corps des officiers particulièrement compromis qu'il fallait protéger toujours, au détriment de tirailleurs sénégalais qu'on laisse dans des fosses communes. Et puis il y a peut-être aussi le mythe du général de Gaulle, donc la France libre. Voilà, je vais m'arrêter là, sachant que en fait vous pourriez regarder ça sur internet, sur YouTube, vous tapez, elle s'appelle Madame Armel, c'est son prénom, et son nom de famille, son patronyme c'est Mabon, M-A-B-O-N. Elle est enseignante, elle est universitaire, elle est chercheuse à l'université Bretagne Sud. Hein, c'est une Bretonne, elle est en Bretagne là-bas. Et puis donc vraiment une dame honnête, une dame sincère, une dame intègre, je pense. Et je tiens à rendre hommage à ce frère-là. Il a sa chaîne, hein, et il fait régulièrement des directs. Il s'appelle Mobali Makassi. J'espère que je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Hein. Mobali Makassi. Là aussi, pareil, vous pouvez retrouver ça facilement. Mais je vais vous envoyer les liens. Et puis ceux qui sont pressés, vous pouvez aller tout de suite regarder. Hein, vous tapez sur YouTube. Hein, c'est l'entretien qu'elle a accordé au frère, hein, qui est un kémite et qui est un panafricain convaincu, qui est d'origine congolaise, que j'aime beaucoup. Parce qu'il a son style. Et puis voilà, là, je tiens à le saluer. Et on ne se connaît pas du tout, là. Je tiens à vous préciser pour vous dire toujours ce que j'ai dit. Hein. Je dis, si on se connaît, c'est tant mieux, mais si on ne se connaît pas, c'est pas ça. Je ne mets pas ça en préalable, moi. Parce que je regarde ce que tu fais comme travail, et puis je suis là pour te féliciter, pour t'encourager, parce que nous en avons besoin. Nous avons énormément besoin de ça, parce qu'on n'a pas assez de moyens, déjà, alors que ceux qui sont en face, ils utilisent notre force, ils utilisent nos moyens, et puis ils nous anéantissent. C'est aussi simple ce que je suis en train de dire là, c'est du bon sens. Voilà. Vous comprenez? Donc, en fait, cette dame, elle a décidé, depuis 20 ans, de se battre pour la mémoire des tirailleurs sénégalais, et en particulier pour les fosses communes dont ils ont été victimes, le camp de Tirail, le fameux camp de Tirail, et dont je vous dis, le cinéaste Samben Ousmane a fait un chef-d'œuvre. Et ce qui se passe, c'est qu'elle elle fait face depuis des années à un blocage total, c'est-à-dire que fin de non-recevoir, quand elle fait les démarches pour savoir la vérité. Et quand je regardais là, avant de décider de faire, cette vidéo là, concernant cette histoire, c'est que je me suis dit, vous voyez, quand j'écoute longuement cette dame, je dis voilà, quand je dis souvent que ma religion, c'est la vérité et la justice, eh bien, elle est en plein dedans. Ah oui, parce qu'elle est en quête de vérité. Et puis, elle demande à la finale, quand on a la vérité, maintenant, il faut rendre justice. Et cette dame-là, on ne se connaît pas pareil, mais voilà, c'est ça on appelle les humains, c'est ça. Hein? Et vous avez vu, précédemment, j'avais déjà fait une vidéo concernant une Française aussi, comment dire... Mais je dois dire que je suis bluffé plus par cette histoire-là de tirailleurs. Pourquoi? Parce que ça concerne beaucoup plus de gens. Alors que là, c'est elle-même qui a été agressée. Mais ça n'empêche qu'elle est honnête parce qu'elle disait qu'elle ne comprenait pas les détournements de fonds, hein, la corruption qu'il y avait à l'ambassade de France au Bénin, hein, à Cotonou, je crois, si je ne me trompe pas. J'avais fait une vidéo là-dessus précédemment. Et je vous rappelle que cette dame-là, elle a pris contact avec moi. Simplement que je n'ai pas le temps, donc je n'ai pas répondu. Voilà. Parce qu'elle disait que si ça m'intéressait, elle allait me fournir pas mal de documents. Bon. Et quand je vous dis souvent que j'ai pas le temps, mais c'est ça en fait. Parce que si j'ai pas le temps, évidemment que je me serais précipité vers elle. Même le frère là qui s'occupe de m'aider par rapport à balancer mes vidéos sur Facebook et Twitter, tout ça, il m'a dit mais pourquoi tu fais? J'ai dit non, parce que j'ai pas le temps. Il faut avoir le temps pour se consacrer sérieusement. Autrement, ce serait n'importe quoi. Voilà, donc je rêve d'avoir le temps et j'espère que je vais en avoir à l'avenir, évidemment. Vous voyez? Donc là, ce qui se passe, c'est que cette dame, Madame Armel Mabon, voilà, elle est vraiment très intéressée pour que la justice soit rendue aux soldats africains qui sont venus sauver la France quand elle était en difficulté. Et là, ça concerne la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1944, très exactement. Vous voyez, le camp de Tirail. Eh bien, elle explique tout. Vous allez voir, c'est très, très touchant. Et puis, mais c'est impressionnant. Le mal que la France a fait à ces soldats-là qui sont venus pour la sauver face au nazisme, face aux Allemands. Et aujourd'hui, ils se retrouvent justement comme ils ont leurs semblables. Hein, ils se téléphonent tous les jours pour savoir bon, comment tu vas et puis comment on va avancer dans tel dossier, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Et puis là, ils nous emmerdent, nous, avec leur comment dire, bases militaires qui prennent en otage le peuple africain. Les bases militaires françaises en Afrique ne font rien d'autre que de prendre en otage le peuple africain. Il faut le dire tout le temps, toutes les secondes, toutes les minutes. C'est ça. Mais bien entendu. Et ne pas le dire, c'est parce qu'on est corrompu, c'est parce qu'on est aliéné, on est complexé. Autrement, on est à l'aise, comme je suis, moi, pour le dire. Non mais quoi? Franchement, on est de passage. Donc, on fait comment? Non mais, attends, bon. Excusez-moi, mais je veux dire, c'est impressionnant. Ils se laissent corrompre comme ça, et surtout, ils ont des miettes. C'est ça, parce que quelqu'un qui... tu vas dire que tu rivalises avec les multinationales françaises,
hein, égal à égal, eux ils ont 50 à 50. Quand je dis 50, c'est pas toi tu as 5 euros et puis eux ils ont 5 milliards. Hein. Ah voilà, donc c'est ce que je veux dire. N'importe quoi, des nazes. Et puis, à quel détriment, qui a les préjudices, c'est que c'est le peuple qui endure, hein, au niveau sanitaire, au niveau éducatif, hein, l'environnement, tout ça, la totale. Même encore pire, c'est il se fait tuer, le peuple se fait tuer. Alassane Ouattara qui coupe la tête d'un jeune Kofi. On n'oubliera jamais ça. Ah oui, non parce qu'il faudrait expliquer pour quelle raison vous avez le droit d'être dans vos palais, vous avez le droit de vivre, et puis des gens doivent mourir. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui explique ça? Moi, c'est la question que je pose. Venez répondre. Eh oui, n'importe quoi. C'est incroyable. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, quand elle raconte, hein, je vous dis, en plus, cette dame, elle est connue, hein, parce qu'elle dit qu'elle a eu l'occasion de conseiller François Hollande, et puis elle dit que elle connaît, comment il s'appelle, Jean-Yves Le Drian, bon, elle le cite souvent et tout, bon, elle a dit c'est la nature, c'est-à-dire qu'en fait, ils se connaissent par leurs deux parents, parce qu'ils sont tous les deux bretons. Elle est bretonne, lui aussi il est breton. Et donc leurs deux parents, elle expliquait qu'ils se connaissent depuis de longue date et tout. Et donc elle explique que à un moment donné, quand il y avait des blocages au niveau de l'administration, notamment l'administration militaire, c'était Jean-Yves Le Drian, en sa qualité, à l'époque, il était ministre de la Défense, qui a permis d'ouvrir certains dossiers. Oui, mais ça n'empêche que, moi, quand je l'écoutais, je dis, mais non, mais Le Drian, tout ça, ils sont tous sous la coupe de l'oligarchie française, comme je vous ai dit. Vous voyez, j'ai les confirmations, là, quand je vous dis, en France, l'oligarchie tient tout le monde. À 99%, je parle du monde politique et du monde du showbiz. Voilà, 99,99%. Très, très rares sont ceux qui ne sont pas tenus. Et ceux qui ne sont pas tenus, on leur pourrit la vie. Ah oui, c'est comme ça que... C'est la philosophie de vie. Attendez, je me présente. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis je dis, je suis accessoirement spécialiste de la France. Accessoirement. Hein. Et puis je suis un panafricain très, très convaincu. Voilà. Vous voyez? Donc je dis que, en réalité, ayant compris leur fonctionnement ici, c'est pour ça que je suis à l'aise pour débattre, pour discuter sur leur situation politique, économique peut-être un peu moins, mais en tout cas politique et sociologique. Voilà. Et puis syndicale, par exemple. Voilà. Non mais, écoutez, c'est bon. Franchement. Et puis en plus, si tu as un tel nombre d'années comme c'est le mien ici, puis tu n'as pas compris, mais c'est quel dommage. Quel dommage. Or, moi, c'est fort de l'expérience de vie ici que je dis, mais non, ils ne pourront pas me la faire. Et oui, parce que dans les années 80, quand je venais d'arriver encore, bon, parce que tu viens d'arriver, tu n'as pas de recul. Mais aujourd'hui, mais je connais tous leurs problèmes. Enfin, je les connais trop. Je les connais trop. Puis comme la langue française est très riche, vous voyez, je dis bien, je les connais trop. Je ne vais plus dire je les connais simplement. Non, je les connais trop. Voilà. Donc, pour avancer, elle raconte que, en fait, les Allemands ont fait prisonniers les tirailleurs, les soldats africains. Donc ça arrive hein, dans la guerre, voilà, on chope l'adversaire, et encore ça c'est pour le moins de mal quand tu te fais prisonnier, sinon tu te fais tuer, tu te fais fusiller, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie, qui ont été tués. Et c'est la raison pour laquelle quand j'écoute cette dame-là, longuement, je me dis quoi? Je me dis, bon, c'est la force qu'on a aujourd'hui par rapport à Internet. C'est-à-dire que la lecture, c'est quelque chose qui demande de la concentration, donc du temps. Et c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui ont une facilité de concentration. Donc ça va être facile pour eux pour la lecture. Mais quand tu n'as pas ça, comme moi par exemple, eh ben, il faut regarder les documentaires, c'est plus facile. Et là, tu t'écoutes, tu vois, les gens ils te racontent des faits, pas forcément de la fiction. Je disais même que ce qui m'intéresse, c'est plus les faits réels que la fiction. Vous voyez? Donc ça te permet de comprendre les choses. Vous voyez? Donc là, elle dit, voilà, les Allemands ont fait prisonniers, et puis à la fin de la guerre, les Allemands, par exemple, ils n'avaient pas envie de garder les Noirs, parce que voilà, raison purement du racisme. Hein. Bon, elle le dit quelquefois, mais elle ne laisse pas trop le dire, mais elle dit quand même, elle reconnaît d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas raciste, sinon elle ne ferait pas ce genre de démarche-là, c'est clair. Vous voyez? Et puis, il y a ceux qui se mettent au milieu, c'est-à-dire qu'ils vont te dire, non, moi je ne suis pas raciste. Non, qui ne dit rien consent. Voilà. Puisque je dis souvent, je dis, ceux qui disent qu'ils disent rien là, en fait, ils profitent du système. Et moi, ils sont encore pires même que ceux qui se prononcent pour dire qu'ils sont racistes. Voilà. Vous comprenez? C'est un peu comme si vous voulez, mon avis, avec mon expérience de vie ici, je dis que les gens de droite, voire même extrême droite, ce pas les plus dangereux. Les plus dangereux, ce sont les hommes de gauche. La gauche. Mélenchon en tête. Et puis les autres. Tous les restes. Les verts, écologistes, qui encore communistes. Eux tous, la gauche, ils sont pires que la droite. Ils sont pires que l'extrême droite. Alors, je vous parle en connaissance de cause. Hein. Je vous parle en tant que spécialiste accessoirement de la... je suis accessoirement spécialiste de la France. Ah oui. Vous comprenez? Donc, on ne me la fait pas. C'est plus possible. J'ai trop compris. Vous voyez? N'importe quoi. Et je vous dis, regardez, petite expérience. Là, quand les jeunes Maliens, les jeunes du Niger, les jeunes du Burkina ont bloqué le cortège, comment il s'appelle, Mélenchon, il a dit, pourquoi vous bloquez? Après, on vient de décideur de gauche. Et même le frère, là, Mobali Maikassi, il expliquait, il dit, mais comment ça se fait? Hollande, il dit qu'il est de gauche, et puis
Avec l'expérience de vie, je dis, on a compris maintenant. Et là, tous les frères et sœurs, ils comprennent définitivement que la différence, c'est quoi? C'est que la droite, eux, ils vont te annoncer la couleur, te montrent la couleur. Mais c'est vrai que c'est pas agréable, mais au moins tu es au courant et ça te permet de te préparer. Et puis voilà, tu fais ce que tu te prépares et tu peux résister. Mais la gauche, ils vont te flatter. Et je dis, avant moi je suis génération d'aujourd'hui, mais je veux dire, avant moi, il y a des gens comme Cheikh Anta Diop. Je dis dans sa conférence qu'il a tenue au Niger à l'époque, dans les années 80, mais il explique la différence de la gauche et la droite. Et je dis, mais quand j'ai vu ça, j'ai vu ça maintenant il y a 10 ans, hein, mais je me suis dit, mais non, mais c'est génial. Mais oui, parce qu'eux, ils étaient avant nous ici. Hein, Cheikh Anta Diop, c'est des années 60. Hein. Ils étaient au quartier latin, ils étaient à la Sorbonne. Voilà. Donc, ils ont fait l'expérience de la gauche et la droite et tout ça, et en fait, ses études universitaires. Voilà. Et après, quand il a eu ses thèses, enfin, il a présenté ses thèses, ça a été refusé au président. Cheikh Anta Diop, vraiment, il a une particularité, c'est que c'est un des rares intellectuels de sa génération, je vous dis. On lui a refusé la première fois quand il présente sa thèse, une première fois, une deuxième fois, puis c'est la troisième fois qu'ils ont validé. Mais pourquoi pas? Pas parce qu'il n'était pas à la hauteur, non, parce qu'il remettait en cause toute l'escroquerie morale de l'intelligentsia occidentale, en ce qui concerne, comment on appelle ça, l'histoire ancienne égyptienne. Vous voyez, il a tout remis en cause. Donc c'est un homme, vraiment, je vous dis, cette génération, pour moi, c'est le plus brillant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Enfin bon, bref. Donc je veux dire qu'en fait, lui, il a expliqué dans sa conférence à Niamey, il dit, mais non, mais la gauche, mais ils sont pires. Mais évidemment. Et là, maintenant, moi, avec l'expérience, la pratique, donc voilà, je valide. Et bien entendu. Donc, je vais vous dire que quand on se retrouve, mais ils font pas le malin devant moi. Hein. Ah non, 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 non. Non, les mémés se cachent parce que eux, comme ils sont, ils te caressent dans le sens du poil. Et du coup, tu t'endors. Non. Donc, c'est pour ça que, cela dit, je ne suis pas en train de dire que les hommes de droite sont bien ou... Non, je suis simplement en train de dire que au moins tu es préparé et puis tu peux attaquer. Alors que celui qui t'endort, tu t'endors, puis c'est quand tu t'endors là, il te la fout profond. Voilà, puis quand tu te réveilles, c'est trop tard, c'est fini. Et je vous dis, bon, alors, je sais pas si bon, je vais le faire. À l'époque, dans les années 80, je crois, quand Mitterrand était au pouvoir, il y avait Jacques Lang comme ministre de la Culture. Il venait au Parlement avec ses costumes, là, il faisait une espèce de col Mao, je sais pas. Bon. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est Jean-Marie Bigard. C'est un humoriste français très connu. Bigard, à l'époque, il a un sketch où il parlait de la différence justement entre la gauche et la droite. Et donc, il a expliqué ça, lui, en tant qu'humoriste. Eh bien, figurez-vous qu'ils en ont parlé à l'Assemblée nationale parce que la gauche avait tellement honte du sketch de Bigard. Bigard qui disait que la différence entre la gauche et la droite, c'est que la gauche, mais elle va t'endormir. Et puis quand tu te réveilles, c'est trop tard. Elle l'enfonce. Bon, comme lui, parce que lui, il a tendance à être très grossier dans ses sketchs et tout. Mais je vous dis, tellement ça les a choqués qu'à l'Assemblée nationale, ils ont pris le micro, ils ont commencé à parler là-bas, à l'époque. Hein, à l'époque. Et c'est rare qu'on évoque à l'Assemblée nationale en plein débat pour un humoriste, l'histoire d'un humoriste. Enfin, si, il y a le frère Mbala Mbala. Là, on est dans du très, très, très lourd. Je me garde. Bon, l'occasion sera peut-être. En tout cas, on se connaît bien. Bon, je vous dis ça aujourd'hui, c'est une petite faveur que je vous fais. Donc, en fait, ce qui passe, c'est quoi? C'est qu'au fond, on est dans cette situation-là où ils ont fait trop de mal aux Africains. Et c'est pour ça que, comme je suis gentil, quand je dis je suis gentil, je me veux humain, je dis, mais tout le monde rentre en psychiatrie. Ah oui, et c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup de moyens pour... Parce qu'ils ont besoin de ça, ils font le malin en apparence, mais en réalité, ils ont besoin d'être éduqués, hein, être soignés, parce qu'ils sont malades, c'est des malades. Non mais attendez, j'ai encore dit dans mes autres vidéos, je dis, mais comment ça se fait quelqu'un dans la vie de tous les jours, il te fait du bien. C'est grâce à lui que tu as ton opulence, c'est grâce à lui que tu as ton rayonnement, c'est grâce à lui que tu as ton... comment on appelle les Américains, ils disent American way of life, donc le French way of life, si on peut dire. Hein, tu as ton train de vie, bien-être, ton bien-être. Voilà. Mais celui grâce à qui tu as ça, eh ben, tu lui fais du mal. Moi, il faut m'expliquer. Je vais jamais. Alors là, j'attends que quelqu'un m'explique. Parce que pour l'instant, à chaque fois que je pose cette question-là dans mes vidéos, c'est parce que je cherche à comprendre. Alors évidemment, ce qui les motive, c'est qu'ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle je dis quoi? Je dis, bon voilà. L'oligarchie française, parce que je dis que le peuple français, il n'est pas raciste, véritablement. Non. Parce que simplement, il n'a pas la conscience politique. Parce qu'ils l'ont endormi. Il est lobotomisé. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous, notre combat qu'on est en train de mener, c'est pour les libérer. Ah, mine de rien. Ah oui, c'est là où c'est extraordinaire. Ah oui, ça n'a l'air de rien comme ça, mais on est en train de les libérer, nous, les panafricains. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en prison, ils sont les premiers prisonniers. Donc c'est très intéressant, je vous dis, mais vraiment les trucs à raconter. Donc en fait, pour ne pas perdre le fil de ma pensée, hein, voilà, c'est ça que c'est mon défaut, ça. Bon, c'est pour ça qu'il faut noter pour ne pas oublier. Voilà. Ce que je disais souvent, je disais, moi, il faut que je parle pendant des heures, puis après on fait des montages. Et puis voilà, c'est très intéressant. Hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est plus fort quand c'est 10-15 minutes maximum. Et puis bon, là, hein, bon, enfin, les professionnels le diront beaucoup mieux que moi en communication. Donc voilà, hein, vous comprenez, hein, je dis franchement, nous en tant que négros, l'oligarchie française, hein, les dirigeants français, eux, quand ils sont gentils, ils nous considèrent comme des
comment j'appelle ça, je dis ça souvent, je dis, là, on est considéré pour eux comme des handicapés lourds. Et de manière générale, hein, l'handicapé lourd a besoin d'assistance. Il faut qu'on soit avec lui, sinon il ne peut pas, dans la vie de toujours, faire ses démarches et tout. Donc eux, c'est cette approche-là qu'ils ont quand ils sont gentils. Maintenant, quand ils ne sont pas gentils, c'est-à-dire qu'ils veulent la jouer méchant, ils nous considèrent comme des esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Et je dis que des gens très connus que moi, très riches que moi, tout ce que vous voulez, mais en tout cas qui ont plus de la notoriété, ben, aillent au journal de 20 heures, puis parlent comme ça. Ah oui, mais ils ne pourront pas parce que, voilà, après, t'es surveillé. Hein. Bon, donc, mais dans ce cas-là, cache-toi, fais pas le malin. C'est ça qui... Les gens qui... Tu peux faire le malin que tu... Voilà. Hein. Pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour Mohamed Ali, Cassius Clay. Mohamed Ali, vous savez, parce que je dis, quand tu es au sommet de ton art, tu peux l'ouvrir. Et là, total respect. Regardez, Ali. Il a refusé d'aller au Vietnam. Et là, je vois les Teddy Riner, je dis, punaise, tu as eu tous les titres là, mais vas-y. Alors on me dira, oui, mais les jeunes... Oui, mais enfin bon, on est de passage. Donc à un moment donné, voilà. Et les gens sont en train de se débrouiller là-bas en Guadeloupe pour manifester. Prendre le micro et puis dire, bon voilà, il faut respecter les gens, c'est tout. Parce que Mohamed Ali, il reste dans l'histoire définitivement. Et je vous dis, je pense que je dis même à mes enfants, je dis, voilà, un jour ils vont décréter aux États-Unis un jour férié pour lui. Voilà. Parce que de son vivant, il a marqué l'histoire. Il faut marquer l'histoire. Voilà. Et, en fait, de la bonne manière, hein, évidemment, parce qu'il y en a qui, comme les Guillaume Soro, là, ils vont rentrer dans l'histoire par la poubelle. Pas que lui. Même sur Ouattara, tout ça, ils vont rentrer dans la poubelle de l'histoire. Mais parce que c'est, voilà, maintenant, c'est la vie. Hein, pourtant, tu as le loisir. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle la liberté. Alors, ils ne sont pas libres aussi, c'est ça le problème. Et la liberté, elle est d'abord dedans, hein, avant de passer au côté, j'allais dire, physique, ou elle est à l'intérieur. Il faut être libre dans la tête. Et très nombreux n'ont pas ça. C'est pour ça que voilà, ils se retrouvent à être aliénés, ils se retrouvent à être complexés, ils se retrouvent à être corrompus. Voilà, vous voyez. Donc, elle donne beaucoup d'anecdotes dans ses recherches, dans ses travaux. Elle dit que les Allemands, ils ne voulaient pas garder les Noirs, donc ils les ont fait partir de l'Allemagne. Et quand ils arrivent en France, eh bien, les pauvres, ils sont mis en prison en France. Vous vous rendez compte? Et c'est là où je me dis quoi? Je me dis, mais regardez, les intellectuels africains, hein, surtout les historiens africains qui ont des doctorats, eh bien, aujourd'hui, au XXIe siècle, surtout quand tu écoutes la chaîne ivoirienne, les mecs, ils vont parler des 53 soldats qui sont morts, 52 ou 53 soldats français qui sont morts. Du coup, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, d'abord, d'une part, on va rester au XXIe siècle, mais il y a aussi les Maliens qui sont morts, aussi bien les civils, beaucoup de civils, beaucoup de militaires qui sont morts. Il y a aussi les gens du Niger, la population du Niger qui sont morts, les civils comme les militaires, beaucoup qui sont morts. Il y a aussi les Tchadiens qui sont morts. Il y a aussi qui encore du Burkina Faso, les Burkinabés qui sont morts. Et ça, vous ne faites pas mention de ça. Vous dites qu'il y a 52 soldats français qui sont morts. Et du coup, là, on doit tout arrêter. Vous êtes des Noirs, vous êtes des négros comme moi. Et vous êtes aliénés à ce point-là. Quand je regarde la chaîne ivoirienne, je les vois. Je dis, mais alors, ce qu'il faudrait, moi je le dis maintenant. Moi je dis, comme je suis pour préserver la vie humaine, je dis, mais par contre, c'est chacun à son tour. C'est-à-dire quand le moment viendra, ces gens-là doivent raser les murs. Voilà. Parce que ces gens-là, c'est les mêmes, hein, quand il doit la libération, ils vont venir encore pour vouloir la ramener. Je dis, ah non, parce que c'est trop facile. Parce que vous avez passé votre temps à mentir au peuple, au lieu de donner de la lumière au peuple, pour éclairer le peuple, par rapport au diplôme que vous avez, les connaissances que vous avez. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez choisi la facilité, à faire des atalakou en permanence à Ouattara. Voilà. Et là, par contre, vous êtes mal barré, c'est qu'on a les images. C'est la raison pour laquelle je dis, bon, quand l'ère de Ouattara sera passée, vous, allez-y aux oubliettes définitivement. Voilà. Venez pas encore faire comme si vous avez été résistant. Parce qu'on a les preuves, là. Tu as résisté à quel moment? Et pas le résistant d'une semaine. Hein. Non. On va prendre les archives dès le début. Non, mais parce que moi, je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, et ça, c'est pour que tout le monde soit gagnant. Bien entendu. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, il y a des gens qui vont jouer tous les petits malins. Et moi, je ne supporte pas les petits malins. Ah, je ne supporte pas. Voilà. Donc, vous voyez. Donc ça fait que, quand vous regardez les infos par rapport à ce qui se passe au Mali, eh bien ils vont plaider, même eux ils sont les meilleurs avocats. Il y a un là, qui est un journaliste camerounais là, qui vit en Côte d'Ivoire, éditorialiste, et Kenga. Alors j'ai pas fait la confusion, hein, parce que il y a Wilfried Ekanga, qui est le conseiller un des conseillers de professeur Kanto, qui est en Allemagne, un jeune là, mais très très brillant. Non, je fais pas la confusion avec lui. Celui dont je parle là, il est en Côte d'Ivoire. Hein, il est éditorialiste là-bas depuis quelques années. Eh bien lui, alors là, punaise. C'est impressionnant le mec, l'aliénation qu'il a. C'est-à-dire que lui, il dit, voilà, on n'a pas les moyens, donc en fait, on doit reconnaître que les Français, ils sont supérieurs, voilà. Il ne le dit pas comme ça, mais moi, j'ai traduit. Et je dis, écoutez-le, vous allez voir, c'est tout comme. Voilà. Il le dit, hein, il ne se cache pas. Et puis, chaque semaine, quand il est invité, il répète ça. N'importe quoi. Et tu te dis, mais vraiment. Donc, je dis, tous ces gens-là, eh bien, le moment venu, eh bien, rasez les murs, allez-y, enfermez de vos bureaux, puis venez plus sur la place publique. Parce que
Vous avez fait trop de mal, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui vous ont suivi hein, et qui ont cru à ce que vous avez dit. C'est ça la difficulté. Donc les conséquences. Voilà. Donc quand on poursuit, elle explique que, en fait, elle a eu toujours fin de non-recevoir quand elle a fait les démarches. Du coup, maintenant, elle a décidé de saisir le tribunal administratif. Bon, elle dit qu'elle est optimiste, c'est ça qui est très bien. Parce qu'elle dit si elle n'était pas optimiste, elle n'allait pas faire ces démarches-là. Pourquoi? Parce qu'elle dit les temps sont en train d'évoluer, naturellement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit il faudrait que des Français aient ces démarches-là. Mais oui, parce que, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Maintenant, nous, en tant que panafricains, on va pouvoir faire le tri. Et je vous dis ce qui ça m'inspire quand je l'écoute comme ça, avec tout le mal qu'ils ont fait, parce que je vous dis, vous allez prendre connaissance. C'est hyper important de regarder jusqu'au bout hein, l'interview. Cette interview, et puis elle a eu l'occasion d'être interviewée ailleurs. Hein, voilà. Moi, c'est maintenant que je la connais, alors qu'elle est connue, cette dame-là. Voilà. Hein, enseignante à l'université de Bretagne Sud. Vous voyez? Donc, en fait, c'est impressionnant parce qu'elle dit il y a des endroits où ils ont coulé du béton hein, là-bas au Sénégal, où il y a les fosses communes, pour ne pas que les chercheurs, les historiens puissent retrouver les traces. Mais c'est dingue. Quand je dis c'est dingue, là, le mot est faible encore. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ou même ils disent, hein, quand elle remonte encore à faire ses recherches, et à un moment, on lui dit que oui, il y a des fosses communes qui sont. Il y a des cimetières, mais en dessous des cimetières là-bas, je ne sais pas si c'est en France ou au Sénégal, en tout cas, et en dessous du cimetière, il y a des fosses communes. Et ce qu'elle dit qui est très juste, elle dit, mais il y a certaines communautés, on va aller fouiller les fosses communes qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre, et puis on va tout déterrer, on va faire des recherches, et puis on va attribuer aux familles hein, la compensation au minimum, puisqu'on ne peut pas ramener un être humain qui est parti. Mais au moins, il y a une compensation comme ça matérielle qui peut aider pour soulager. Or, l'Africain, il n'y a que dalle. Et puis là, nos chercheurs, nos intellectuels, là, hein, les idiots de la France-Afrique, ils font le malin alors qu'ils devaient être dégagés, ils devaient raser les murs. Parce qu'ils fatiguent, ils prennent la place pour rien. N'importe quoi. Mais là, comme on a Internet, c'est génial. Hein oui, je dis partagez mes vidéos au maximum, que ça aille beaucoup plus loin que ça, pour que ces gens-là puissent se regarder un petit peu, ne serait-ce qu'une minute ou 30 secondes dans la glace. Et de dire quoi? La vie s'arrête là? Franchement. Hein, toujours pareil, ce qui les anime, c'est la servitude volontaire. Mais dégagez, parce que nous, on a fini avec ça. On veut maintenant accélérer parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Assimi Goïta, pas de temps à perdre. N'importe quoi. C'est incroyable. Elle dit, alors elle a mal prononcé son nom, mais elle a parlé de Ousmane Sonko. Elle dit c'est Sonko qui s'est prononcé là il y a quelques temps en disant qu'il est question d'ouvrir les archives pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oh, Macky Sall, là aussi pareil, comme lui, c'est un franc-maçon de première classe et puis c'est le bon élève de la France-Afrique, voilà, juste derrière M. Ouattara, eh bien, il fait l'entrave pour que les chercheurs, les historiens puissent savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans les bouquins d'histoire là en France concernant la Seconde Guerre pour les Africains, les tirailleurs sénégalais, c'est du bidon, c'est du faux et c'est impressionnant. Je vous dis. Et c'est à partir de là que je dis, bon voilà, tous les frères et sœurs, moi entre autres, qui prenons la parole et puis des gens qui nous envoient des, je sais pas si c'est des trolls ou en tout cas des gens qui ont le culot de nous dire, oui, pourquoi tu rentres pas chez toi, machin, et puis pourquoi tu as la nationalité. Mais j'ai dit, ben voilà, quand vous écoutez cette dame-là, avec tout ce qu'elle a pu raconter sur les tirailleurs, j'ai dit, bon d'accord. Donc en fait, vous voulez quoi? Perte et profit. C'est-à-dire que nos pères, nos grands-pères, les anciens, ils sont battus pour ce pays, pour le libérer, et puis le sort qui leur a été réservé, et nous aujourd'hui, sous prétexte qu'on a la nationalité que je considère comme du pipi de chat. Et je le dis parce que je dis, moi, mon père, je vous donne ma propre expérience très rapidement. Moi, mon père, par exemple, il a fait la guerre d'Indochine et d'Algérie. Comprenez? Eh bien, j'ai fait des démarches pour ma mère il y a quelques décennies, mais figurez-vous qu'il y a un truc qui m'avait choqué à l'époque. J'ai téléphoné au service, vous savez, des archives. Il y en a partout à La Rochelle, il y en a à Tarbes, les archives militaires. J'ai téléphoné un peu partout à l'époque. Et bien, une fois au téléphone, j'ai eu une dame qui m'a dit, oui, mais même si votre père, il aurait eu les mêmes difficultés pour qu'on lui fasse les papiers. Je vous dis, quand j'étais là, puis à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, voilà, j'appelais d'une cabine, j'ai dit, mais... elle m'a assommé, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça. C'était violent, c'était très violent, dans les années 80, par exemple. Donc, je veux dire, moi-même, ma propre expérience, je suis même en train de vous raconter l'histoire d'un copain ou de quelqu'un. Non, moi-même, ma propre... Voilà. Donc, à partir de là, je suis trop à l'aise pour dire les quatre vérités, parce que je dis, mais si moi, je ne le fais pas, qui est-ce qui le ferait? Et comme on dit, on n'est jamais trop bien servi que par soi-même. Mais bien entendu. Donc on la ferme. Et ces gens, la plupart du temps, leurs parents, leurs grands-parents étaient des collabos. Ils ont travaillé avec les Allemands. Et puis maintenant, ce sont eux qui veulent venir nous donner des leçons aujourd'hui au XXIe siècle. Non mais, je vous dis, j'ai eu l'occasion, là, il y a quelques années, je lui ai dit, mais écoute, on va fouiller toi et moi nos ascendants. Hein? Enfin, je veux dire, les parents. Moi, mon père, je dis ce qu'il a fait pour la France. Et toi, tu vas me dire, ton père, qu'est-ce qu'il a fait pour la France? Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, on se calme, on se cache. Je dis toujours que pour pouvoir la ramener, il faut pouvoir avoir un minimum pour qu'on puisse te respecter, qu'on puisse dire que tu es crédible. Voilà, c'est important. Donc, franchement, je vous encourage à regarder des documentaires sur cette dame-là, les interviews qu'elle a pu donner, hein, Madame Armelle Mabon. Voilà. Maintenant, pour terminer ma vidéo, là, je voulais parler très rapidement
de l'incendie qui a eu lieu à Clermont-Ferrand, c'était, comment dire, l'imprimerie de la Banque de France. Ça a eu lieu là, c'était le mercredi 9 février, hier, voilà. Il y a eu du feu. Bon, alors, on déplore, par exemple, 24 personnes qui sont légèrement intoxiquées, donc 4 ont été transportées au CHU de Clermont-Ferrand. Il faut dire que c'est l'imprimerie qui fait non seulement les billets de l'euro, là, la monnaie française, et puis l'euro, après c'est passé à l'euro, et surtout, il y a aussi, comment dire, ce qui nous intéresse, nous, de particulier, le franc CFA qui est fabriqué là-bas. Vous voyez, moi, personnellement, je ne sais pas. Voilà. Là aussi, pareil, on va attendre de voir. Parce qu'il y a plein d'hypothèses. Est-ce que c'est vraiment accidentel? Est-ce que c'est... Voilà, on ne sait pas. Dans tous les cas, on peut se dire, ah tiens, tiens, tiens. Voilà. Hein, parce qu'il y a des bousculements là qui sont en train de se passer, hein, avec ce qui se passe au Mali, avec ce qui se passe au Burkina Faso, avec ce qui se passe, comment dire, avec le président Touadéra. Hein, donc je fais un big up, mais je dis simplement qu'il faut qu'il se dépêche à sortir du franc CFA et puis à mettre fin aux relations avec la France. Il faut qu'il se dépêche, parce que c'est un mec bien. J'ai vu là, il y a un frère qui m'a envoyé une truc là où il a repris les cours. Il donne des cours. Non mais attendez, il y en a combien comme ça qui est président de la République et qui va continuer à donner des cours à l'université? Je le savais déjà, mais là, tout à l'heure, il y a 1 heure ou 2, il y a un frère qui m'a envoyé les messages. C'est extraordinaire. Ça montre la simplicité de ce monsieur, et qui fonctionne pour le bien public. Et puis je crois qu'il est passionné par son métier. Mais il y en a plein de ses homologues qui sont passionnés par leur métier, mais dès lors qu'ils ont pris le mandat de président, c'est fini. Voilà. Ils ont devenu Dieu. Voilà. C'est ça la différence. Oh, c'est un gars comme ça là. Mais lui, il faut qu'il reste au pouvoir pendant 30 ans, au minimum. Mais oui, parce que, regardez, il est président de la République, il va continuer à donner des cours à l'université. Il y en a combien? Au monde, hein, je ne parle même pas de l'Afrique. Donc voilà, c'est ainsi qu'il se distingue de très loin. Hein? Démarche très salutaire. Donc chapeau au président Touadéra. Maintenant, il faut qu'il sorte là. Il faut qu'il sorte de ce que j'appelle le syndrome du président Laurent Gbagbo là. Voilà. J'ai un pied avec l'Occidentaux et puis j'ai un pied avec le peuple. Non, c'est pas tenable, compte tenu de l'enjeu. C'est pas tenable. Donc vous voyez, donc voilà, pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui là par rapport à ça, c'était ça, et de rappeler que en fait, cette imprimerie là, elle est située très précisément à Chamalières. Chamalières, donc c'est dans la région de Clermont-Ferrand. Et puis, ils ont fêté les 100 ans hein, de cette imprimerie. Ça date, c'était en 2021 qu'ils ont fêté ça. Donc, l'année dernière, ils ont fêté les 100 ans. Et il faut savoir que cette imprimerie fabrique annuellement plus de 2,5 milliards de billets, dont les coupures en francs CFA. Voilà. Vous voyez? Et je rappelle que on a eu l'information d'un journal allemand il y a quelques années où il disait que la France, chaque année, engrange 440 millions d'euros, milliards d'euros hein, dans son budget, hein, au trésor français, par le système du franc CFA, justement. Puisque les pays, quand ils vendent leur richesse, enfin, cacao, pétrole, uranium, tout ce que vous voulez, eh bien 50% est bloqué par la France. Et ils disent qu'ils garantissent... mais de l'arnaque, mais je vous dis, la France, ce qu'elle doit à l'Afrique, c'est même... Donc, on ne va plus perdre de temps. Voilà. Et puis le recul que nous avons, surtout le recul. Hein, plus tard à perdre. Maintenant, on va accélérer les choses. On va mettre toutes les cartes sur table. Et puis comme ça, on va retrouver notre dignité. Parce qu'on ne l'a pas encore. Et ce n'est pas normal qu'il y ait cette fuite en avant là, qui leur profite énormément, naturellement. Vous comprenez? Maintenant, si on veut dire au minimum, parce qu'il y en a qui critiquent en disant non, c'est farfelu et tout. Mais on va dire, bon, on va prendre leurs chiffres, par exemple. Parce que de toute façon, sachant que moi, je suis dans la démarche du professeur Mamadou Koulibaly qui dit, mais il faut il y ait un audit. Il faut qu'il y ait des expertises le moment venu. C'est la meilleure façon pour qu'on sache de quoi on parle. Ah oui, sinon on peut naviguer à vue. Non. Donc je dis, bon, prenons nos chiffres, admettons. Hein. On dit, c'est 9,5 milliards d'euros chaque année. Mais 9,5 milliards, mais en euros. Mais donnez déjà, là, à chaque pays, hein, suivant, j'allais dire, si on prend la population. Voilà. Donc on va faire une répartition par, hein, si vous êtes nombreux, hein, un peu comme les impôts. Voilà. Donc diviser les 9,5 milliards chaque année, donner à chaque... Déjà. Mais ce n'est pas le cas, on est très loin du compte. Puisqu'on dit, déjà, les Africains qui vivent ici en Occident, en général, et en France en particulier, quand ils envoient de l'argent en Afrique, mais c'est beaucoup plus élevé que toutes les aides qui se sont accordées. Gouvernementales ou non gouvernementales. Correct? Donc la messe est dite. Voilà. Donc j'allais terminer là, en disant qu'on va voir dans les jours qui viennent, hein, quelle est la précision sur là, ce qui s'est passé comment on appelle ça, Clermont-Ferrand, pour l'imprimerie là, de la Banque de France, voilà, qui fabrique les billets. On va savoir très exactement. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, moi j'ai dit, la bouteille au frais pour célébrer la sortie du franc CFA. Le Mali sera le premier pays, et c'est de la balle. Ah bah oui, mais bien entendu, puis les autres vont suivre, tout naturellement. Voilà, on lâche rien, parce que comme je vous dis, avant de terminer, tout de même, je vais quand même présenter. Vous voyez, je me suis procuré le livre de, comment on appelle, le professeur Doumbi Fakoli, là. Voilà, ça concerne
les tirailleurs. Les tirailleurs sénégalais, les soldats africains, voilà, qui sont venus libérer la France. Bon, ça se lit très vite, hein, je ne vais pas encore lire, je ne vous cache pas, parce que je me suis procuré hier. Justement, quand je suis allé à la librairie, comment dire, c'est ce que j'ai pris là-bas. La librairie Taméry, là, à Paris, dans le 10e arrondissement. Il ne faut pas se tromper, c'est le métro Belleville, sur la ligne 2, Nation Porte Dauphine, là. Voilà. Et puis autrement, bon, mais ça j'ai déjà montré, mais je montre à nouveau, vous voyez. Ça, c'est des bouquins qui parlent justement des soldats africains qui sont venus se battre ici pour libérer la France. Voyez. Et puis en retour, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont enterrés dans des fosses communes. Et puis ceux qui sont vivants, ils ont que dalle. Ils ont été même à l'époque, j'ai vu des documentaires où ils étaient obligés de marchander leurs médailles devant l'ambassade de France, devant l'ambassade de France là-bas à Dakar, à Abidjan et partout. Vous voyez. Et puis il y a ça aussi. Vous pouvez vous procurer pour votre documentation. Il y a des écrits et puis beaucoup de photos. Voilà. Vous voyez. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et puis à très très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Comme dit le vieux, que son âme repose en paix, Aimé Césaire, il dit l'heure de nous-mêmes a sonné, bien évidemment.